Bonjour YouTube les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo les amis. Aujourd'hui, react de la vidéo de Ego sur le jeu de la vie 2.0. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. On va découvrir ça ensemble. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire de ce que vous en avez pensé. Ça fait toujours plaisir, ça régale. Et on est parti. Dans le ventre de milliers d'ordinateurs, dispersés dans le monde entier, s'agitent des millions de petites créatures virtuelles, qui naissent, qui luttent, qui évoluent, les sujets attachants d'expériences fascinantes. À titre personnel, je peux regarder ces ersatz de vie batifolés dans leurs environnements virtuels pendant des heures et m'en satisfaire. Mais d'autres sont frustrés de voir ces amas de pixels coincés dans leur dimension en 2D. Ces autres veulent aller plus loin et les J'adore ramener sa dans façon de notre monde, raconter, les c'est génial. transférer du virtuel au réel. Voilà comment les choses ont commencé. En 1994, Carl Sims, artiste et scientifique, crée un programme qui fait évoluer des créatures pour une fonction déterminée. Il ne façonne pas les créatures lui-même, il utilise plutôt ce qu'on appelle un algorithme Ah, c'est évolutif, exactement ce que un j'allais dire. programme qui J'allais vient dire un imiter algorithme. l'évolution, donc qui génère une population de solutions aléatoires et qui les teste selon un objectif précis en ne gardant à la fin que les plus efficaces. Par exemple, ces créatures doivent nager le plus vite possible. Comme on leur donne simplement un objectif, celui de nager le plus vite possible, on se retrouve avec des configurations que le chercheur n'attendait pas forcément, mais qui sont bel et bien efficaces. Vous reconnaîtrez des mouvements similaires à ceux de vraies créatures aquatiques. C'est très Stylé en joli. vrai. Ces créatures-ci doivent avancer sur la terre ferme le plus vite possible. Celle-ci avait initialement été développée pour nager, mais on l'a sortie de son aquarium pour voir ce qu'elle arriverait à faire. Bon, celle-ci sautille, celle-ci galope. Celles-ci doivent suivre un point. Celles-ci doivent prendre le contrôle d'une boîte, et j'aime bien les stratégies utilisées. On commence avec de longs bras pour attraper le cube. Puis on roule, puis l'une évolue en bloquant son adversaire, l'autre évolue en grimpant sur l'obstacle que représente son adversaire, celle-ci plaque carrément son opposant, celle-ci protège le cube, celle-ci l'emporte avec elle. Quand on place ces deux-là face à face, ça se transforme vraiment en bataille, et je sais que je projette mes émotions humaines sur ces morceaux de code, mais j'ai presque l'impression de percevoir une animosité. La bleue C'est fait fou quelques hein, quand gestes tu y penses. suspects, mais l'arbitre a l'air de Quand tu penses que ça, de base, c'est juste des chiffres, genre, c'est ouf. c'est passé. Au final, les résultats dépendent vraiment de ce qui se trouve en face, c'est une sorte de dynamique de pierre-feuille-ciseaux. Un tournoi est organisé, et c'est cette créature, assez ennuyeuse, qui finit par l'emporter. Bravo. Pour moi, aujourd'hui, quelques décennies après cette expérience, c'est déjà stimulant intellectuellement. Je ressens une forme de fascination. Alors imaginez en 1994, quand ces résultats sont publiés, ce que peuvent penser les curieux qui tombent sur ces images. Et une idée, à l'époque, commence à faire son chemin dans la tête de certains de ces spectateurs. Un dragon le bordel. Transférer certaines de ces créatures du virtuel au réel. Début 2000, la frontière commence à être franchie, des chercheurs arrivent à produire, à l'aide d'imprimantes 3D, des formes simples, designées à partir d'algorithmes évolutifs, des formes pas bien complexes mais qui ont le mérite d'exister. C'est fou hein. En 2016, Sam Krigman, un étudiant en robotique à l'université du Vermont, est fasciné par ces images et veut lui aussi inviter ces créatures dans le monde réel. On trouve sur sa chaîne YouTube certaines de ses expérimentations, encore virtuelles. Notre ami Krigman et son directeur commencent à travailler avec la branche futuriste du département de la défense américain et travaillent aux côtés de chercheurs d'autres domaines, notamment des biologistes, Black Easton et Levin. Black Easton raconte qu'un jour, les quatre font un appel Skype entre équipes et Sam Krigman montre une vidéo de l'une de ces créatures virtuelles. Une sorte de table qui se déplace grâce à un mouvement de balancier entre ses quatre pattes. Je trouve ça Et incroyable. notre chercheur explique qu'il n'existe aucune technologie pour construire une entité similaire dans la vraie vie. Et Black Easton, l'un des deux biologistes, regarde la créature un moment, et puis il répond à l'informaticien « Je parie que nous pourrions la construire ». Sur le moment dans l'appel, c'est beau il y a la vie. quelques rires, mais notre Black Easton retourne dans son laboratoire, commence à travailler, et il se rend compte très vite que le transfert est possible. Du virtuel au réel, ils peuvent fabriquer ces créatures, non pas à partir de métal et de circuits, mais de cellules. Mais quoi? C'est justement uniquement à l'aide de cellules, virtuelles ou réelles, que j'illustrerai le segment qui suit. L'idée me paraît bonne à 3h du matin, l'exécution sera probablement désastreuse, mais je ne peux plus reculer. Voici la section de présentation de ceux qui me font à nouveau le plaisir de financer cette vidéo. Gringot. Présentation rapide de Gringot, Je trouve institution ça financière française qui vous encourage à sortir de l'immobilisme des banques traditionnelles.
Voilà ce qu'il constate. Laisser son argent dormir dans une banque classique, c'est financer des énergies fossiles qui appartiennent au passé. Ce n'est pas seulement mauvais pour la planète, c'est aussi un risque financier pour votre épargne, d'ailleurs aussi souvent grignoté par des frais élevés et opaques. Gringot s'adresse à ceux qui considèrent que l'économie de demain sera notamment basée sur la transition énergétique. Ils permettent d'investir dans des secteurs qui explosent, comme la tech bas carbone, les semi-conducteurs, le renouvelable. C'est désormais aussi là que la valeur se crée, et là qu'il vous propose d'investir, simplement, sans frais cachés, notamment grâce à une assurance vie pour donner un temps d'avance à votre épargne. Gringot vient d'obtenir un nouvel agrément de la Banque de France. Leur portefeuille intrépide affiche une performance de plus 8,35% net de frais en 2025, et vous pouvez tenter l'aventure en investissant dès 500 €. Ah, il est bon, Bob, il est bon. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il Mais, s'agit de d'investissement, toute façon, pour il moi, existe donc un risque. Ego, il est au même niveau que The Great Review en termes de storytelling. Les deux sont tellement forts. De perte de capital. Si l'idée d'investir avec Gringot vous attire, vous trouverez un lien en description qui vous mènera tout droit vers une jolie page créée spécialement pour l'occasion. Gringot vous offrira d'ailleurs 25 € de carte cadeau Google Play pour profiter par exemple de 2 mois offerts sur YouTube Premium. Ok, du réel au virtuel. 2 étapes. Étape numéro 1, l'algorithme évolutif, similaire au premier que je vous ai présenté, un algorithme qui reprend la méthode de l'évolution. Cette première étape consiste simplement à donner 2 catégories d'informations à l'algorithme. 1. L'objectif, par exemple se déplacer, prendre un objet. 2. Le nombre de cellules et leur type, soit des cellules épidermiques pouvant se régénérer, soit des cellules de muscles capables de se contracter. Donc on dit à l'algorithme, par exemple, essaye de trouver la meilleure conformation possible pour avancer avec 900 cellules épidermiques et 500 cellules musculaires. Et voilà, il n'y a plus qu'à lancer l'algorithme. Dans les grandes lignes, l'algorithme suit une chaîne d'instructions. Premièrement, il crée une population de créatures virtuelles ayant une conformation de cellules aléatoires. Deuxièmement, chaque créature est lancée dans un environnement virtuel mimant la physique de notre monde. Troisièmement, il leur attribue un score de performance en rapport avec l'objectif recherché. La vie, c'est vraiment fascinant quand même quand il pense. Et les plus mauvais sont remplacés par les plus forts, choisis aléatoirement. Finalement, il recommence sur 1000 générations. Au bout de ces 1000 générations, on a une créature qui aura normalement gagné, celle qui aura constamment eu le meilleur score. C'est fou. On la met de côté, le processus est terminé, et on recommence tout de 0, 99 fois. Ce qui veut dire qu'on obtient une population virtuelle de 100 créatures performantes, ayant chacune gagné une course sur 1000 générations, avec un design différent. On observe déjà à ce moment-là ce qu'on appelle de la convergence évolutive, c'est-à-dire que ces créatures différentes, formées différemment, finissent par se ressembler, car seules certaines géométries permettent d'accomplir efficacement une fonction donnée, mais on note aussi une vraie diversité quand on se penche sur le détail de ces formes. Comme dans la nature, on retrouve dans le règne animal tout un tas de créatures qui ont évolué indépendamment les unes des autres, mais qui ont toutes développé le même genre de membres pour voler. Ah, c'est vrai qu'il a Par raison. exemple, des Les ailes. oises, c'est vrai. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ces même les ailes sont poissons. toutes très différentes. Oiseaux, insectes, chauves-souris. Donc une convergence de formes, mais une vraie diversité anatomique. Ah, j'avoue, il a raison de fou. Enfin, vient la phase de filtre et de test. On prend chacune de nos 100 créatures performantes. T'as vu, et on leur Choupichon, fait ça passer tue, un hein. test de robustesse. C'est sympa, hein. En gros, on va venir générer du bruit Tu vas autour bien des contraintes physiques. On leur fait aussi passer un test de construction. L'idée, c'est d'être sûr de pouvoir construire nos créatures virtuelles dans la vraie vie. Ces dernières doivent répondre à 3 contraintes de construction, des cellules qui se touchent les unes avec les autres, pas de trop grands trous, et au moins 50% de cellules épidermiques. Et une fois qu'une créature passe ces tests, on peut lui faire Dinguerie. franchir la frontière qui la sépare de notre monde. Étape numéro 2, le laboratoire. Le matériau qu'ont trouvé nos chercheurs, c'est un embryon de grenouille, une espèce spécifique de grenouille, Xenopus laevis. Et c'est là que Donc premièrement, on c'est extrait complètement les cellules fou. souches, ensuite Complètement on les laisse fou. s'agréger en une sorte de boule. La vie, c'est vraiment un truc de malade, hein. Puis vient une étape minutieuse. Il faut sculpter la boule avec une électrode acautérisée de manière à ce qu'elle ressemble à la forme fabriquée par l'algorithme. Quelle C'est pas dinguerie. évident du tout, considérant le fait que ça doit être fait par un humain et que cette boule mesure entre 0,1 et 0,5 mm. C'est là que l'IA, les mecs, l'IA, elle va nous permettre de faire tellement d'avancées dans la vie. Ça va être hallucinant à quel point ça va aller vite, c'est terrifiant. de diamètre. Imaginez-vous essayer de Non, j'ai tailler jamais vu quelque chose Choupichon. aussi petit. Une fois la chose faite, il nous reste un problème. On a juste une forme. Juste des cellules modelées, et puis c'est tout. Rappelez-vous, dans notre algorithme, on avait indiqué 2 types de cellules, épidermiques et musculaires. Pour le moment, nos cellules ne sont ni l'un ni l'autre, alors il faut les transformer, ce qu'on fait en y injectant des ARN messagers de manière à surexprimer certains gènes, ce qui transforme une cellule indifférenciée en un type particulier.
En gros, pour chaque cellule, on dit toi, tu seras épidermique, toi, tu seras musculaire, et on avance comme ça jusqu'à les avoir toutes faites. Ici, le scientifique suit le plan de l'algorithme. Il regarde ce qu'il doit faire, où il doit le faire, et il copie du mieux qu'il le puisse sur cette boule, qui fait, je le rappelle, moins d'1 millimètre de diamètre. C'est long, c'est ardu, c'est extrêmement minutieux, mais Tu m'étonnes. après des heures de travail, je peux enfin vous présenter un Xenobot. Constitué d'à peu près 3000 cellules, capables de vivre à peu près une semaine. Une créature étrange qu'on a du mal à catégoriser, un compromis entre le vivant et l'artificiel. C'est fou. Un robot Ils ont biologique, créé un truc, imaginé genre. par un programme, façonné par un humain, constitué de cellules de grenouilles. Ils ont créé un être. C'est Bon, le ouf. travail n'est pas encore fini. Ce qu'avait imaginé l'algorithme évolutif ne se produit pas forcément. Il y a des différences entre la réalité et la simulation de réalité de notre programme. Ce qu'on fait logiquement, c'est qu'on rentre dans l'algorithme les comportements des Xenobots dans la réalité. On lui dit, voilà ce que tu pensais que ça allait faire, et voilà ce que ça a fait. Le programme ingère ces informations, modifie ses paramètres, et recommence à calculer et à imaginer d'autres conformations. C'est une boucle, du virtuel au réel, du réel au virtuel. C'est ouf. Et dans le réel comme dans le virtuel, ces petites choses sont très actives. Je suis choqué. Déjà, elles se déplacent. Les auteurs se sont aperçus que lorsque des Xenobots mobiles dont la fonction maximisée est la locomotion sont mis dans une boîte de pétri avec de la poussière rouge, après 24 heures, la poussière se retrouve agrégée, seulement dû au fait que les Xenobots ont bougé. Alors les chercheurs ont une idée, prendre le design de ce Xenobot et le mettre au tout début de l'algorithme, mais en changeant l'objectif. Maintenant, il devra nettoyer une zone de débris. À partir de cette fonction, des Xenobots virtuels et réels sont créés. Mais c'est Durant fou. l'optimisation de la locomotion, les chercheurs s'aperçoivent que certains Xenobots ont un trou, et que certaines particules de poussière se font prendre dans ce trou. Alors ils recommencent, ils prennent le meilleur Xenobot dans le secteur de la locomotion, le font remanger par l'algorithme évolutif, et changent la fonction pour maximiser la distance de l'objet transporté. Ici ils arrivent seulement à créer un Xenobot virtuel, qui maximise cette fonction, pas à le modeler dans notre monde. Bon, donc on peut leur C'est faire faire des choses. fascinant. Important ça d'ailleurs que nous puissions leur faire faire des choses. Comprenez bien que ces bestioles ne sont pas intelligentes. Si elles avancent, c'est parce que les cellules musculaires se contractent et se détendent et se contractent, et que l'algorithme, connaissant les propriétés des cellules qu'il assemble, peut les organiser de manière à ce qu'elles fassent avancer le corps qu'elles composent. Finalement, ces choses sont très similaires aux petites créatures du jeu de la vie de Konoe. Elles ne pensent pas, elles suivent simplement les règles du jeu. S'il y a intelligence, c'est, ici comme là, celle très spécialisée des algorithmes, et celle beaucoup plus générale des humains qui organisent l'opération. Et on se retrouve avec ces choses, difficiles à catégoriser, constituées de vie, mais pas vraiment vivantes. Pour le grand public, la réception de la nouvelle de la création de ces créatures est particulière, comme une sensation de franchir une frontière qu'on devrait plutôt éviter de franchir. Et la suite des opérations ne facilite pas forcément les choses pour le grand public. Chez nos Xenobots originaux, vous vous souvenez que certains ont été programmés pour transporter des objets. Eh bien, on met un Xenobot dans une boîte de pétri, entouré par des particules colorées, et notre créature fait s'agréger ces particules. Il les rassemble. Alors, nos scientifiques ont une idée. Placer dans la boîte, à la place des particules, des cellules souches de grenouilles, donc les blocs élémentaires de nos Xenobots, mais ici en désordre. Les Xenobots commencent à s'activer, à avancer, tourner, et après 5 jours, les cellules souches agrégées sont formées en sphères. Ah, et ils du coup, ils en commencent à se fabriquent d'autres? déplacer. Oh la Ces dinguerie, frère. Xenobots ont créé d'autres Xenobots. C'est une folie. Notez que ce n'est pas de la reproduction, malgré ce que beaucoup de journalistes ont pu affirmer. C'est trop Il stylé. n'y a pas de croissance de l'organisme, pas de matière créée. Ici, c'est ce qu'on appelle de la réplication cinématique, la capacité à s'auto-répliquer en utilisant les matériaux du milieu. En robotique, fou, hein. on parle de machines auto-réplicantes, et c'est bien ce qu'on observe ici, et ce qui nous pousse notamment à plutôt parler de robots biologiques. Problème, la réplication s'arrête après 2 générations, parce que les boules de cellules souches deviennent trop petites pour se déplacer. Alors les chercheurs retournent voir leur algorithme évolutif, avec pour objectif de diminuer le cycle de réplication, et une forme se détache du reste. La forme semi-toroïde. Moi, on dirait un Pac-Man. Un Pac-Man. Et la raison du succès de cette forme Je est suis assez mort. claire. Plutôt que de se contenter de tourner autour des cellules Oh, le isolées Pac-Man pour de les ses morts. rassembler, le Pac-Man peut les agréger directement dans sa bouche. Ouais, je suis Grâce à Pac-Man. cette méthode, le diamètre des enfants produits augmente de 150% et le cycle de réplication diminue de 250%.
C'est une dinguerie en vrai. Oh, Pac-Man, frère. C'est fou de voir ce que cet algorithme a été capable de fabriquer et dingue d'imaginer ce qu'on pourra bientôt faire avec des créatures similaires. C'est clair. Dépolluer certains milieux, en les produisant en masse et en les larguant dans une partie de l'océan pour capturer et réunir les microparticules de plastique qui polluent les eaux, au pif. En médecine, les possibilités sont infinies, on pourrait les utiliser pour délivrer un médicament à un endroit précis, on pourrait faire de la microchirurgie, tu vas là et tu coupes ça, on pourrait débarrasser le corps de molécules toxiques. En fait, là où ça devient génial, c'est qu'on pourrait fabriquer des xénobots à partir des cellules du patient que l'on veut traiter, sans aucun risque de rejet. On pourrait les utiliser pour identifier et détruire un cancer, ou pour retirer la plaque C'est artérielle. ouf. Sam Krigman en parle de ça, et il s'en amuse, il dit « À quoi devrait ressembler un robot qui rampe dans vos artères ? Devrait-il avoir 4 pattes ? Je n'en sais rien. » Voilà, tout ce dont nos chercheurs doivent s'occuper, c'est la fonction. Le reste, c'est leur évolution de poche qui s'en charge. Une autre évolution de poche pourrait aussi se charger de produire des xénobots dangereux, c'est un point sur lequel les chercheurs n'ont à ma connaissance pas communiqué, et sur lequel je me retiendrai de le faire plus en détail, parce qu'aujourd'hui, miracle, j'ai décidé de ne pas être anxiogène. Voilà, ne me remerciez pas. Bref, formidable évolution de poche, qu'il est d'ailleurs possible d'améliorer. En 2023, Joshua Bongard, l'un des auteurs de l'article original des xénobots, publie un autre article dans lequel il détaille, avec un collègue, leur conception de robots à partir d'algorithmes évolutifs. Et s'il constate que c'est très efficace, il constate aussi que c'est super lent. L'évolution, c'est un concept absolument brillant, et certaines de ces créations que vous pouvez observer tout autour de vous sont des merveilles d'ingénierie, mais ce sont des merveilles qui ont nécessité des milliards d'années. L'évolution, c'est un processus aveugle, elle ne sait pas pourquoi tel ou tel organe fonctionne. Tout ce qu'elle fait, c'est récompenser les gagnants et punir les perdants. Ouais, j'avoue. Donc Il a raison. l'algorithme évolutif de nos chercheurs a besoin de 2 semaines sur un superordinateur pour produire un robot performant. Alors, les auteurs de l'article implémentent dans le processus une nouvelle IA dont la tâche est d'isoler les modèles défectueux dans le processus évolutif et d'identifier dans le corps du robot ce qui ne va pas, de manière à guider l'algorithme vers de possibles solutions. Et avec cette méthode, un robot efficace peut être conçu en 30 C'est secondes ouf. avec un ordinateur portable. Vraiment, je trouve ça Bref, fou. génial algorithme évolutif, si simple mais si efficace, et pourtant, lors des années qui ont suivi, les chercheurs l'ont de moins en moins utilisé. Ils ont essayé quelque chose de beaucoup plus ennuyant sur le papier. Ils se sont contentés de laisser des amas de cellules souches s'agréger en une boule. Et puis voilà, ils ont observé. Ce que vous regardez, c'est ce qu'on appelle un xénobot basal. C'est pas passionnant au premier abord, et pourtant les chercheurs sont fascinés. Pourquoi ? Qu'y a-t-il à voir ici qui surpasse le potentiel de stimulation intellectuelle des Pac-Man C'est autoréplicateurs ? c'est un genre d'aimant, non? C'est aimanté, on dirait. En quoi ça, c'est aller plus loin ? Je vous montre. Voilà ce qui se passe quand on ne touche pas à ces agrégats. Sur les cellules apparaissent des cils. Rien de curieux pour le moment, du moins pas pour les chercheurs. La plupart des cellules ont des cils sur leur surface membranaire. Ces cils permettent plein de choses. Pour les cellules épidermiques de grenouilles par exemple, ils se situent à la surface de leur peau et leur permettent de faire circuler le mucus et les pathogènes qui s'y trouvent. Chaque C'est cellule ouf. possède une centaine de cils qui battent en rythme. Donc, le fait que des cils poussent, c'est ok. Mais ce qui a choqué les chercheurs, c'est de découvrir que les cils à la surface des cellules ont fait avancer la boule. Plein de C'est petits vraiment cils qui ouf. fouettent l'eau, ce qui fait avancer la structure. Alors, il n'y a pas de direction prédéfinie, la boule avance de façon chaotique, en spirale, mais ce qui a fasciné les chercheurs, c'est qu'une nouvelle fonction est apparue. La locomotion, à partir de structures, les cils, dont ce n'était pas la fonction originelle. Bon, là comme ça ne paraît peut-être pas grand-chose, mais comprenez que c'est exceptionnel en fait. La locomotion n'a pas été codée, elle a émergé. Ces cellules, une fois libérées de l'organisme, cessent d'obéir aveuglément pour explorer de nouvelles possibilités. On découvre autre chose. Une étude d'avril 2025 révèle que contrairement aux têtards classiques qui ignorent le bruit, les xénobots, eux, réagissent aux ondes acoustiques. Lorsqu'on émet un son à 300 Hz, ils arrêtent leur spirale habituelle pour adopter une trajectoire linéaire, comme s'ils Dinguerie. écoutaient et répondaient au signal. Vous Ça, imaginez sur à un quel point organisme c'est qui fou n'a quand ni même. cerveau ni neurones. Je sais pas si on se rend compte des avancées que ça peut faire, genre. C'est fou. Je pense que ça dépasse l'entendement, genre. C'est fondamental parce que ça nous montre quelque chose de très important. La fonction n'est pas écrite dans la cellule, elle émerge de l'organisation des cellules entre elles. Intuitivement, on pourrait s'attendre à autre chose. On pourrait imaginer que dès le départ, Ouais, c'est ouf chaque des cellule motrites, hein. suit un plan précis, qu'elle sait ce qu'elle doit devenir, où elle doit se placer et à quoi elle doit servir, comme si tout était déjà écrit dès la naissance, chaque morceau ayant sa fonction assignée dans l'organisme à venir. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on se représente le développement du vivant, un programme qui se déroule étape après étape, sans surprise. Mais ici, cette intuition ne tient pas.
Libérées de l'organisme, elles n'appliquent pas un programme figé. Les cellules explorent un autre espace de possibilités, et dans cet espace, une fonction globale émerge sans avoir été sélectionnée pour ça. C'est Est-ce que fou. vous comprenez pourquoi de simples cellules de grenouille sont des matériaux de construction extraordinaires? Parce qu'il n'y a rien de simple, en vérité. On forme des boules avec, et on les sculpte, et on C'est s'émerveille de fou. l'habilité des chercheurs qui les modèlent. Ces cellules passeraient presque au second plan, juste un matériau de construction, une sorte de pâte à modeler, mais je suis là pour vous rappeler qu'il n'en est rien, et que les héros de cette vidéo n'ont jamais été les xénobots, mais les cellules qui les composent. Quand on change d'échelle, quand on traverse la membrane pour plonger dans les entrailles de cette petite chose, on découvre une machinerie d'une complexité effrayante, une métropole furieuse, saturée, où des moteurs moléculaires marchent littéralement le long de câbles sous tension pour livrer des cargaisons, où des milliers de turbines, grosses comme des atomes, tournent à 30 000 tours minute simplement pour maintenir les lumières allumées. C'est un chaos parfaitement orchestré, une usine nanoscopique totale qui ne dort jamais, qui produit sa propre énergie, qui traque les erreurs de son code, qui recycle ses déchets pour se Je reconstruire suis en fasciné, les permanence, gars. Je et suis qui fasciné. cicatrise ses propres brèches en temps réel. Ce sont des bijoux de complexité et d'efficacité, façonnés par 4,2 milliards d'années d'évolution. Ce ne sont pas de simples briques inertes dépendantes d'un tout, ce sont des organismes qui se suffisent à eux-mêmes, si bien qu'en dézoomant, notre vision de nous-mêmes change radicalement. Nous ne sommes pas des blocs monolithiques, nous sommes une foule. Notre corps est une gigantesque colonie de milliards d'organismes autonomes qui coopèrent. Nous sommes un univers entier, tout s'agence somptueusement, tout a un but, tout est utile. C'est magnifique. Les xénobots sont astucieux, mais ils ne sont encore que des brouillons comparés aux chefs-d'œuvre qui les composent. Au final, comme souvent par ici, ces petites choses ne sont qu'un prétexte pour nous émerveiller de la vie, et je crois que vous ne le faites pas encore assez, alors permettez-moi de conclure. La raison pour laquelle nos chercheurs ont tenté d'utiliser des cellules pour fabriquer leurs robots, malgré le fait que c'est un matériau très complexe à manier, vient du statut très particulier de la vie dans l'univers. Depuis 13,8 milliards d'années, ce dernier suit une règle simple, implacable, sans exception connue. Tout se défait. Les étoiles brûlent leur carburant, les galaxies se dispersent, les orbites se déstabilisent, les systèmes planétaires dérivent lentement vers le chaos, les fleuves aplanissent les continents, les vents effacent les reliefs, les montagnes s'érodent, les océans rongent les côtes, les métaux s'oxydent, les cristaux se fissurent, la chaleur se diffuse, les gradients s'annulent, les différences s'estompent, l'information se perd, l'énergie se disperse, tout se défait. C'est la seconde loi de la thermodynamique qui dit, en substance, ceci. Dans un système isolé, le désordre global ne peut qu'augmenter. C'est ce qu'on appelle l'entropie. La perte progressive des contraintes, la disparition des formes improbables, la tendance de l'univers à choisir statistiquement les états les plus banals. À cette échelle, tout ce qui existe est condamné à se simplifier et à subir le désordre. L'univers entier, tout sauf la vie. La vie fait exactement l'inverse de ce que l'univers favorise. Là où tout se défait, elle construit. Elle crée des formes terriblement improbables, elle maintient l'ordre localement contre une tendance cosmique au nivellement. Contrairement à un système inanimé, un système vivant ne gagne pas d'entropie. Il se bat constamment contre la perte d'énergie, en mangeant, en buvant, en respirant, en assimilant. La C'est vie est vrai, un hein. processus qui lutte sans cesse contre Il a l'entropie. tellement Si on raison. coupe un bout de métal, la coupure restera potentiellement éternellement. Mais si on coupe un organisme vivant, il cicatrisera. Voilà ce que nos chercheurs C'est veulent fou, hein. utiliser. Voilà ce qu'est se battre contre l'entropie. Une cellule maintient des gradients chimiques que la physique seule effacerait. Elle répare ses structures, remplace ce qui se dégrade, et conserve une organisation hautement improbable. Un arbre capte un gaz diffus dans l'air et l'organise fou. en bois, en feuilles, en forme solide, à rebours de la tendance naturelle à la dispersion. Un embryon transforme une cellule unique en un corps structuré, différencié, orienté, alors que toutes les lois statistiques favorisent l'uniformité. À toutes les échelles, la vie trie, organise et maintient de l'ordre, en dépensant de l'énergie pour résister à la pente naturelle de l'univers. Simplement en existant, vous et moi et cette petite boule de cellules de grenouille, nous nous rebellons, que nous le voulions ou non, contre l'un des principes les plus absolus qui régissent l'univers. Ce mec est trop fort. Ce mec est le plus grand storyteller de l'histoire, les frères. Non, je vous jure, c'est fou. À quel point tu peux avoir autant de talent en toi, gros. À quel point. Merci, Ego, pour cette vidéo. C'était exceptionnel. J'espère que ça vous aura plu, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire de ce que vous avez préféré ou alors même des avis, de ce que vous avez pensé, tout ça. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. C'est super important si vous voulez voir mes prochaines vidéos, les amis. Allez, je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.